Le premier document qui m'a posé problème ne contenait rien de sensible, et c'est précisément ce qui m'a inquiété. Bonsoir, ici La Nuit Raconte. Merci à ceux qui soutiennent la chaîne en laissant un like et en s'abonnant. Profitez bien de l'histoire d'aujourd'hui. Il n'y avait aucun marquage particulier, aucune mention de diffusion restreinte, aucun code couleur indiquant un niveau de classification supérieur à celui que je consultais quotidiennement. C'était un document administratif banal. Un mémo interne relatif à la réaffectation temporaire d'un espace d'archivage situé au sous-sol du bâtiment C. Une opération logistique mineure, justifiée par des travaux de maintenance sur un réseau de climatisation redondant. Je l'aurais normalement parcouru sans m'y attarder. Pourtant, une référence marginale, insérée dans un paragraphe purement technique, a interrompu ma lecture. Un identifiant de programme. Pas un acronyme courant, pas un code budgétaire standard. Une chaîne alphanumérique conforme aux conventions internes, mais absente de tous les référentiels auxquels j'avais accès. Je me souviens très précisément de ce moment, non parce qu'il était spectaculaire, mais parce qu'il était parfaitement ordinaire. Rien ne m'a alerté émotionnellement, aucun pressentiment, seulement une friction intellectuelle minime, presque imperceptible, comme une faute de frappe dans un texte bien connu. À ce moment-là, je travaillais depuis un peu plus de 8 mois comme auditeur des systèmes d'information classifiés. Mon rôle officiel consistait à évaluer la conformité des procédures de conservation, d'indexation, de destruction et de traçabilité des données sensibles au sein du département de la Défense. Une mission transversale, volontairement technique, dépourvue de toute dimension opérationnelle directe. Mon recrutement avait suivi un processus long et méthodique. Pas de piston, pas de réseau. Un parcours académique orienté vers l'analyse des systèmes complexes. Une spécialisation tardive dans la gouvernance de l'information classifiée. Et surtout, un profil jugé politiquement neutre. Aucun engagement public, aucune publication polémique, aucune trace d'activisme, même académique. J'étais, aux yeux de l'institution, une ressource propre. Lors des entretiens préalables, on m'avait présenté la mission comme une réponse interne aux critiques récurrentes du Government Accountability Office, des audits ratés à répétition, des milliards de dollars impossibles à tracer précisément, des ajustements comptables tardifs justifiés a posteriori par des impératifs de sécurité nationale. Rien que je ne connaissais déjà sur le plan théorique. Le Pentagone n'échoue pas ses audits par négligence. Il échoue parce qu'il a été conçu pour cela. Les premières semaines sur site ont confirmé cette intuition. L'entrée dans le bâtiment est un processus en soi. Accréditation successive, contrôle biométrique, badge distinct selon les anneaux, les ailes, parfois même selon les horaires. Chaque déplacement est conditionné, non seulement par un niveau d'autorisation, mais par une logique spatiale destinée à limiter la continuité perceptive. Le Pentagone est un objet bureaucratique avant d'être un symbole militaire. Sa géométrie n'est pas seulement défensive, elle est cognitive. Elle segmente l'information en même temps qu'elle segmente les individus. On y circule sans jamais avoir de vision d'ensemble. Même les couloirs semblent conçus pour induire une perte de repères subtile. Très rapidement, j'ai compris que mon travail ne consisterait pas à identifier des secrets, mais à observer comment l'information se dissout dans la structure. Les dossiers étaient rarement faux. Ils étaient incomplets. Les métadonnées correspondaient. Les signatures étaient authentiques. Les procédures respectées. Mais les liens logiques entre les éléments manquaient systématiquement. Chaque document était exact localement et inutilisable globalement. Lorsque j'ai tenté de retrouver la référence de programme mentionnée dans le mémo logistique, j'ai d'abord supposé une erreur. Une incohérence de saisie, un identifiant obsolète, une faute corrigée ailleurs. J'ai consulté les bases numériques standards, puis les index historiques, puis les tables de correspondance utilisées lors des grandes migrations de données postérieures à la fin de la guerre froide. Mais j'ai alors entrepris une recherche dans les archives physiques, celles qui n'avaient jamais été intégralement numérisées, officiellement pour des raisons budgétaires. Officieusement parce que certaines divisions considèrent encore le papier comme une forme de sécurité passive. Lent, non interrogeable à grande échelle, difficilement corrélable. C'est là que la première incohérence structurelle est apparue. Le programme existait, pas comme un objet défini, mais comme une ombre.
Il apparaissait dans des documents secondaires, des annexes techniques, des comptes rendus de réunions où il n'était jamais le sujet principal. Toujours cité comme un cadre implicite, jamais décrit. Les dates associées couvraient une période anormalement longue, s'étendant sur plusieurs décennies sans rupture visible. Plus troublant encore, ces occurrences ne correspondaient à aucun cycle politique identifiable. Elles traversaient les administrations, les alternances, les crises. Les signatures changeaient. Les responsables hiérarchiques évoluaient. Mais la référence persistait. J'ai alors fait ce que tout auditeur consciencieux aurait fait. J'ai demandé une extension d'accès, en justifiant la nécessité de vérifier la cohérence historique des métadonnées liées à certains flux documentaires anciens. La demande a suivi une trajectoire inhabituelle, trop lente pour être routinière, trop opaque pour être simplement bureaucratique. 3 semaines sans réponse claire. Des interlocuteurs qui se renvoyaient la responsabilité. Puis, sans commentaire, une autorisation temporaire, limitée, non renouvelable. Avec cet accès, j'ai pénétré dans un espace documentaire différent. Les Special Access Programmes n'y étaient pas absents. Ils étaient traités comme des évidences implicites. Les SAP officiellement reconnus apparaissaient avec leur cadre habituel. Mais au-delà, il existait autre chose. Les Unacknowledged SAP n'étaient pas listés. Ils étaient disséminés, fragmentés, dissous dans des lignes budgétaires anodines, des intitulés génériques, des affectations de personnel volontairement floues. Aucun point d'entrée central, aucun dossier maître. C'est à ce stade que j'ai cessé de chercher un secret précis. J'ai commencé à observer un mécanisme. L'archive enterrée, comme je l'ai appelé par la suite, n'était pas une salle interdite ni un coffre scellé. C'était un dépôt oublié. Une base physique rarement consultée, mentionnée uniquement dans des documents de maintenance anciens. Des rapports techniques, des comptes rendus interagences, des notes annexes jamais migrées. Là, pour la première fois, les contradictions devenaient lisibles. Les documents se contredisaient sur les détails, mais convergeaient sur la logique. Ils décrivaient une continuité stratégique indépendante du temps politique. Une architecture décisionnelle conçue pour opérer au-delà des administrations élues, non par défi démocratique, mais par gestion du risque à long terme. Il n'était jamais question de révélation, jamais question de dissimulation spectaculaire. On parlait de continuité de l'État, de résilience systémique, de préservation des capacités critiques. Un langage froid, aseptisé, dépourvu de toute charge idéologique explicite. Progressivement, j'ai compris que le secret n'était pas un contenu, mais une méthode. Une surclassification qui n'empêche pas l'accès, mais empêche la synthèse. Une compartimentation qui ne cache pas, mais empêche la compréhension globale. Psychologiquement, les effets ont été lents. Je me suis surpris à réduire mes prises de notes, à relire mes demandes avant de les envoyer, à anticiper ce que le système attendait de moi sans que cela soit formulé. L'autocensure n'était pas imposée. Elle était rationnelle. Le point de bascule n'a pas pris la forme d'une révélation spectaculaire. Il s'est produit tardivement, presque par erreur. Un enregistrement audio mal indexé, associé à un dossier budgétaire ancien. Une réunion interne, conservée parce qu'aucune procédure automatisée ne l'avait détectée. La voix était calme, professionnelle. Il n'était question d'aucun secret précis, seulement d'un constat. Le mécanisme fonctionnait. Les compartiments tenaient. Les transitions politiques n'avaient aucun impact mesurable sur certaines chaînes décisionnelles. L'orateur parlait de cela comme d'un succès organisationnel. À cet instant, toute ambiguïté a disparu. Lorsque mes accès ont été retirés, sans justification particulière, rien n'a officiellement changé. L'audit a suivi son cours. Des recommandations mineures ont été formulées. Les rapports transmis. Le système, lui, a continué. Je comprends aujourd'hui pourquoi ce témoignage ne devrait pas exister. Non parce qu'il révèle un secret précis, mais parce qu'il décrit une structure. Et ce sont les structures, bien plus que les informations, qui sont jugées incompatibles avec une compréhension civile. Le véritable secret n'est pas ce qui est caché, c'est ce qui continue de fonctionner. Exactement comme prévu, parce que le système a été conçu pour que la question elle-même n'ait jamais besoin d'être posée. Je n'ai pas quitté cette mission avec un sentiment de révélation, mais avec une modification durable de ma manière de lire le réel institutionnel. C'est un effet secondaire que personne ne mentionne dans les rapports finaux,
parce qu'il n'est ni mesurable ni officiellement attribuable. Il se manifeste plus tard, dans des contextes qui n'ont en apparence plus rien à voir avec le Pentagone. Les semaines qui ont suivi la clôture formelle de l'audit ont été marquées par une normalité presque ostentatoire. Mes accès standards ont été maintenus. Mon badge continuait d'ouvrir les mêmes portes. Les réunions se succédaient selon un calendrier inchangé. Aucun supérieur hiérarchique ne m'a convoqué pour un débriefing inhabituel. Aucun rappel à l'ordre. Aucun avertissement. C'est précisément cette absence de réaction qui confirmait ce que j'avais compris trop tard. Le système ne corrige pas ce qui ne menace pas sa stabilité. Or, je n'avais rien fait d'autre que constater son fonctionnement. À distance, je peux désormais affirmer que la plupart des personnes que j'ai croisées ignoraient tout de ce que j'avais entrevu. Non par naïveté, mais par conception. Chacun opérait dans un périmètre informationnel strictement délimité, suffisamment cohérent pour permettre l'action, suffisamment incomplet pour empêcher toute remise en cause structurelle. Avec le temps, j'ai commencé à repenser à certains éléments que j'avais toujours considérés comme périphériques. Les échecs répétés des audits financiers du département de la Défense, par exemple. Pendant des années, ils avaient été présentés comme le symptôme d'une bureaucratie trop lourde, d'outils informatiques obsolètes, d'une organisation incapable de se réformer à la vitesse requise. Ce discours est incomplet. Ce que j'avais vu suggérait autre chose. Une incapacité structurelle à produire une vision consolidée, non pas parce que les données manquent, mais parce qu'elles ne sont pas destinées à être agrégées. La fragmentation budgétaire n'est pas seulement une conséquence de la complexité. Elle est une méthode de découplage stratégique. Certains flux financiers que j'avais observés traversaient plusieurs entités sans jamais se stabiliser dans une ligne identifiable. Des montants modestes pris isolément, insignifiants à l'échelle globale, mais récurrents, persistants, toujours associés aux mêmes zones grises documentaires. Aucun détournement manifeste. Aucune illégalité explicite. Seulement une opacité cumulative. Ce schéma se retrouvait également dans la gestion des sous-traitants privés. Le complexe militaro-industriel est souvent évoqué comme une entité monolithique, presque caricaturale. La réalité est peu diffuse. Des entreprises spécialisées, parfois de taille moyenne, parfois issues de scissions discrètes de grands groupes, intervenaient sur des segments techniques extrêmement précis. Leur rôle exact était rarement décrit dans les documents accessibles. Elles apparaissaient comme des prestataires, jamais comme des acteurs stratégiques. Pourtant, certaines d'entre elles revenaient régulièrement, décennie après décennie, sous des noms légèrement modifiés, avec des structures juridiques ajustées, comme si leur continuité devait rester fonctionnelle sans jamais devenir visible. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à formuler ce que je n'avais jusque-là qu'intuitivement perçu. Il ne s'agissait pas d'un état profond au sens populaire du terme, pas d'une cabale, pas d'un groupe fermé conspirant dans l'ombre. Il s'agissait d'une continuité administrative et technique, optimisée pour survivre aux individus, aux idéologies, aux ruptures politiques. La guerre froide avait fourni le cadre initial. La dissuasion nucléaire avait imposé une temporalité différente où certaines décisions devaient s'inscrire dans des horizons dépassant la durée d'une vie humaine. Dans ce contexte, la démocratie représentative, avec ses cycles courts, devenait un facteur d'instabilité à gérer, non un principe à contester frontalement. Les documents les plus anciens que j'avais consultés, ceux des années 50 et 60, portaient déjà cette logique. On y parlait de gestion du risque civilisationnel, de scénarios extrêmes, de nécessité de préserver des capacités décisionnelles indépendamment des fluctuations de l'opinion publique. Le vocabulaire était daté, mais l'intention persistait. À mesure que ces idées s'ancraient, mon propre rapport au travail a changé. Je continuais à remplir mes fonctions, mais avec une distance nouvelle. Je ne cherchais plus à comprendre ce qui était caché, mais à observer ce qui était maintenu. La différence est essentielle. Psychologiquement, l'effet le plus marquant a été une forme d'isolement intellectuel. Non pas parce que je me sentais menacé, mais parce que toute tentative de partage aurait été vaine. Comment expliquer à un collègue qu'il participe à un système dont la finalité n'est pas formulable dans les termes habituels? Toute description aurait été perçue comme une spéculation, une extrapolation personnelle. Je me suis surpris à douter de mes propres raisonnements, à vérifier compulsivement des informations publiques, des rapports FOIA déclassifiés tardivement, des auditions parlementaires anciennes. Partout,
je retrouvais les mêmes motifs, des versions officielles qui évoluaient avec le temps, non pas parce que de nouvelles preuves émergeaient, mais parce que le contexte permettait enfin de les reformuler. Ce phénomène est souvent interprété comme un mensonge initial corrigé a posteriori. Il est plus juste de le voir comme une narration différée, adaptée à la capacité d'absorption du public. Le moment le plus troublant, rétrospectivement, n'a pas été la découverte de l'enregistrement audio, mais la manière dont il a disparu de mon quotidien sans laisser de traces. Aucun rappel, aucun suivi. Comme si le système avait intégré ma prise de conscience comme une variable négligeable. J'ai quitté le Pentagone quelques mois plus tard, pour des raisons officiellement personnelles. Une transition professionnelle banale. Aucun obstacle administratif. Aucune tentative de rétention. Le système ne retient pas ceux qui ne menacent pas sa stabilité. Il les laisse partir avec ce qu'ils peuvent porter seuls. Aujourd'hui, lorsque je lis des débats publics sur la transparence, sur la responsabilité des institutions, sur la nécessité de tout révéler, je mesure l'écart entre ces aspirations et la réalité des structures que j'ai observées. La transparence totale n'est pas incompatible avec le mensonge. Elle est incompatible avec la continuité de certains systèmes. Ce que j'ai compris, trop tard pour l'oublier, c'est que le véritable pouvoir ne réside pas dans la possession d'un secret précis, mais dans la capacité à organiser l'ignorance de manière stable. Une ignorance distribuée, rationnelle, fonctionnelle. Le dossier que j'ai consulté par erreur n'existe probablement plus. L'enregistrement a été effacé, réindexé ou déplacé dans un autre compartiment où il cessera d'être visible. Les personnes qui y figuraient ont été remplacées, promues ou sont parties à la retraite. Rien de tout cela n'affecte le mécanisme. Je n'ai aucune preuve définitive à offrir. Aucun document spectaculaire. Aucun élément qui pourrait être présenté comme une révélation publique. Et c'est précisément ce qui rend ce témoignage crédible à mes yeux. Le système ne protège pas un secret, il protège sa propre capacité à fonctionner, sans jamais avoir à se justifier. Et tant que cette capacité reste intacte, rien n'a besoin d'être caché. Après avoir quitté le Pentagone, j'ai cru, pendant un temps, que cette compréhension allait s'éroder. Que la distance physique, la rupture des routines, l'absence de badge et de couloirs identiques finirait par diluer ce que j'avais perçu. C'était une hypothèse raisonnable. La plupart des expériences institutionnelles perdent leur netteté une fois sorties de leur contexte. Cela ne s'est pas produit. Ce qui est resté n'était pas un souvenir précis, ni une information particulière, mais une grille de lecture, une manière différente d'interpréter les silences, les délais, les formulations prudentes. Une attention accrue portée à ce qui n'est pas dit, à ce qui est déplacé d'un rapport à l'autre, d'une administration à la suivante. Je me suis mis à relire certains événements historiques récents avec cette logique en tête. Non pas pour y chercher une explication alternative spectaculaire, mais pour observer la cohérence institutionnelle sous-jacente. Les crises ou les versions officielles ont évolué progressivement. Les décisions justifiées par des impératifs techniques impossibles à vérifier publiquement. Les commissions d'enquête, dont les conclusions semblaient toujours arriver trop tard pour produire un effet structurel. Ce qui m'a frappé, c'est la constance du vocabulaire. La manière dont certains termes revenaient décennie après décennie, légèrement ajustés, jamais remis en cause. Continuité, résilience, sécurité globale, gestion du risque. Des concepts suffisamment abstraits pour être consensuels, suffisamment flous pour être opérationnels. Dans les documents FOIA que j'ai consultés après coup, cette logique apparaissait de façon presque didactique. Des pans entiers d'archives étaient déclassifiés avec retard, non parce qu'ils avaient cessé d'être sensibles, mais parce qu'ils avaient cessé d'être structurants. Leur révélation n'altérait plus le fonctionnement du système. Elle servait même parfois à renforcer l'illusion de transparence. Je me suis également intéressé à la manière dont certaines technologies expérimentales avaient été présentées au public, toujours sous l'angle de la recherche, de l'innovation, du progrès, rarement sous celui de la continuité stratégique. Pourtant, les programmes que j'avais entrevus montraient que l'objectif principal n'était pas l'application immédiate, mais la cartographie des possibles. Comprendre ce qui pourrait exister, afin de décider ce qui devait rester confiné. À ce stade, toute tentation de jugement moral s'était éteinte. Ce n'était ni bien ni mal. C'était une logique de système confrontée à sa propre survie. Une logique qui considère certaines vérités comme des variables de risque,
indépendamment de leur valeur éthique ou démocratique. Sur le plan personnel, cette prise de conscience a eu des effets insidieux. Une méfiance accrue envers les explications trop complètes, une difficulté à accepter les récits simples. Non pas par cynisme, mais par réalisme. Les systèmes complexes ne produisent jamais de récits clairs. Ils produisent des interfaces narratives. J'ai aussi constaté un phénomène que je n'avais pas anticipé. Une forme de solitude intellectuelle durable. Non pas l'isolement paranoïaque de celui qui se croit détenteur d'un secret, mais l'impossibilité de partager une intuition sans la dénaturer. Toute tentative d'explication devait passer par des métaphores, des précautions, des détours qui en diluaient le sens. Avec le temps, j'ai compris que cette solitude faisait partie du mécanisme. Le système n'a pas besoin de réduire au silence ceux qui comprennent partiellement. Il suffit qu'ils soient incapables de traduire cette compréhension en termes exploitables collectivement. Il m'est arrivé, à de rares occasions, de croiser d'anciens collègues dans des contextes si vides. Des échanges polis, professionnels, presque anodins. Aucun d'entre eux n'a jamais évoqué directement ce que nous avions pu voir ou comprendre. Pas par crainte, mais par adaptation. Le langage commun ne permettait pas d'aborder ces sujets sans les rendre absurdes. C'est à ce moment-là que j'ai cessé de me demander si le système pouvait être réformé de l'intérieur. La question elle-même était mal posée. On ne réforme pas une logique conçue pour absorber la réforme comme une variable de plus. On peut seulement en comprendre les limites. Ce texte n'est pas une alerte. Il n'est pas une dénonciation. Il ne contient aucune information qui pourrait être exploitée juridiquement, politiquement ou médiatiquement. Et c'est précisément pour cela qu'il est, à mes yeux, le plus fidèle possible à ce que j'ai observé. Le Pentagone n'est pas un lieu où l'on cache des secrets spectaculaires. C'est un environnement où l'on organise la persistance de certaines structures décisionnelles indépendamment de leur visibilité publique. Une machine administrative qui a appris, au fil des décennies, à se rendre illisible sans jamais cesser d'être fonctionnelle. Si ce témoignage devait être lu comme autre chose qu'un exercice intellectuel, alors il aurait déjà échoué. Le système que je décris ne craint pas la révélation. Il craint la simplification. Ce que j'ai vu n'était pas interdit à la connaissance. Il était incompatible avec une narration. Et tant que cette incompatibilité persiste, le système n'a aucune raison de changer. Merci d'avoir écouté mon histoire. Dites-moi en commentaire quel sujet vous souhaitez que l'on explore sur la chaîne. Abonnez-vous. Et à demain.